Amol is given a Meise, die Meise is gar nicht freilich, die Meise hebt sich auch nicht mit a jüdischen Melech. Julin käm ein Fegele, Julin käm ein Kind, Chabon geworden als Liebe. J'ai 17 ans et je suis l'arrière-petite-fille de André Balbin. On me l'a toujours présenté comme étant un héros, même si la définition exacte du mot n'y correspond pas, mais je le considère également comme le héros de ma famille et comme tous ces survivants qui se sont battus et qui connaissent les vraies valeurs de la vie, qui malgré ce qu'ils ont vécu ont continué à vivre et à croire en la vie. Et même mon arrière-grand-père croyait toujours en l'humanité malgré ce qu'il a pu vivre, ce qui fait de lui un très grand homme à mes yeux. Aujourd'hui, donc, j'ai décidé de témoigner pour la mémoire, puisque c'est quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Quand on m'en parle, on me dit toujours que je suis la descendance et je dois transmettre le message. C'est ce que je fais d'ailleurs souvent pendant certains cours où je me permets de demander à certains enseignants de passer certaines vidéos qui existent déjà sur Internet de mon arrière-grand-père. Et j'en parle avec beaucoup de fierté, parce que mes ancêtres ont une histoire, et une histoire lourde de vérité. Également, donc, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour parler au nom de toutes ces personnes qui ont perdu la vie à cause de ces horreurs, et que je tiens à, en tant que futur adulte et avenir du monde, à transmettre et aider à la mémoire. Ma maman m'a raconté une anecdote. Il m'a pris dans ses bras quelques semaines après ma naissance et il a regardé ma maman en lui disant que c'était à elle de me donner ça, de me permettre de transmettre et de faire souvenir au monde entier ce qui s'est passé. C'est à ta mère de te transmettre à toi Oui. et aux autres. Oui. Donc en fait, vous êtes tous porteurs de cette mémoire. Oui, oui. Peu importe l'âge, peu importe les gens qu'on a autour de nous, ceux qui sont prêts à m'entendre, je leur raconterai avec Donc fierté. il faut avoir les épaules solides. J'ai pas vécu, moi, je sais pas. Donc oui, raconter, mais c'est pas forcément une question d'avoir les épaules solides, c'est plus une question de fierté, d'avoir une histoire qui n'est pas forcément la mienne, mais qui reste quand même un sacré bout de l'histoire en règle générale. Et tu as l'impression, au vu de ce que tu vis aujourd'hui, que c'est quelque chose qui pourrait recommencer? Oui, malheureusement, même si les hommes savent ce qui s'est passé, ils n'ont pas forcément conscience du mal que ça fait. Parce qu'on m'a pas seulement parlé de ce qui lui est arrivé, on m'a parlé de comment il était après, de certaines réactions ou de ses nuits. Et du coup, les gens ne se rendent pas compte de l'impact sur l'homme. Ils disent que c'est grave, mais sans plus. Ils ne peuvent pas penser à quel point ça peut être dur et après, les circonstances et tout ce qui peut arriver après avec l'inconscient. Alors tu t'es placée à cet endroit-là parce que Marceline Loridan-Ivens vient de mourir, elle vient de disparaître. Beaucoup de gens la connaissent avec sa chevelure flamboyante rousse, avec son franc-parler, avec sa vivacité, sa personnalité. Pourquoi tu as choisi de te mettre à côté d'elle? Déjà, j'ai passé mon été à écouter des témoignages, et notamment les siens, qui m'intéressaient beaucoup, parce qu'elle avait vraiment une façon de parler comme si c'était anodin, comme si elle racontait une histoire qu'elle avait eue dans un livre, que c'était pas, ça l'atteignait plus à force de raconter, et je la trouvais assez incroyable, et puis notamment pour la couleur de ses cheveux, parce que j'ai les mêmes, et je trouve que c'était une femme vraiment impressionnante. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis mise à côté d'elle. Et la question de la couleur des cheveux en classe, dans les écoles, c'est quelque chose qui pose problème? Tu l'as subi, cette désignation comme ça, d'être rousse? Oui, c'est quelque chose de... la jeunesse, c'est comme ce que j'expliquais tout à l'heure, ça pourrait recommencer. Bon, pas forcément sur les personnes rousses comme moi, mais il y a toujours un acharnement sur quelqu'un, il faut toujours une victime. Donc à cette époque-là, c'était les juifs, maintenant on s'en prend aux roux en majorité, puis personnes handicapées, ce qui n'est pas mon cas. Mais oui, c'est vrai que les personnes rousses sont souvent victimes d'insultes, et même dans la rue, pas forcément à l'école. Ça m'est arrivé que les gens viennent me poser des questions ou me
me mettre dans des situations assez malaisantes par rapport aux clichés et aux rumeurs sur les personnages. Ouais. C'est pour ça que c'est important de transmettre, parce que transmettre ce qui s'est passé pendant la Shoah, c'est transmettre que l'homme cherche toujours à désigner un coupable ou un bouc émissaire à quelque chose, et en général, il le cherche dans ce qui est différent chez l'autre. Mais souvent, dans ce qui est différent, quand on est très pareil, c'est pas dans les grosses différences, c'est dans les petites différences, parce qu'on imagine toujours que si on est comme tout le monde, on va passer inaperçu. Ce qui est faux, c'est dans les comme tout le monde, mais un tout petit peu différent, on va chercher la plus infime différence. C'est la question d'être rousse. Oui, c'est vrai que pendant des années, j'ai voulu changer ma couleur de cheveux à cause de tout ça. Je me suis même dit que le roux était quelque chose de moche, alors que j'ai la chance d'avoir cette chevelure. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai grandi, que j'ai compris que ça pouvait m'apporter beaucoup, que aujourd'hui, par exemple, je suis mannequin pour des shootings photos et on m'apprécie beaucoup sur les shootings parce que j'ai cette couleur de cheveux. Et aujourd'hui, c'est ma fierté. Comme pour mon arrière-grand-père, je porte ça, mais pas en me disant que c'est lourd et que c'est difficile à raconter. Moi, je ne l'ai pas vu non plus souffrir de ça, donc je ne peux pas effectivement me le représenter avec les yeux larmoyants ou quoi, mais moi là, c'est pareil. Mes cheveux, comme mon arrière-grand-père et mes origines, c'est ma fierté. Je l'ai peut-être pas connu, André, mais je suis quand même très fière de lui, parce qu'il a eu beaucoup de problèmes juste à cause de sa religion. Et ça, c'est ce qui continue à me choquer. Des gens innocents qui ont eu beaucoup de problèmes alors qu'ils étaient innocents, qu'ils n'ont rien fait, que c'était pas de leur faute. Mais il a quand même été fort, il a réussi à survivre à tout ça. Voir beaucoup de gens partir, c'est très dur, quoi. Il a vu plein de gens mourir, mais il a réussi à survivre. Il a réussi à s'enfuir et à avoir une belle vie. Et c'est ton arrière-grand-père. Qui c'est qui t'en a parlé? Toute ma famille. Enfin, vu que ça se transmet, vu que ça a été une grosse erreur. Alors pour ne plus commettre cette erreur, ils ont été obligés de me dire ce qui s'est passé. C'était quelqu'un qui était solaire, rayonnant au sens lumineux dans ce qu'il était lui, mais aussi dans la façon dont il regardait le monde. C'est l'un des plus solaires que j'ai vu et qui a vraiment gardé cette ouverture au monde et ce non-repli sur lui-même et ce refus du communautarisme. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi aussi. Tout en ne reniant absolument pas ses racines, il a continué à aimer la vie et à vouloir la faire aimer, en tout cas aux gens qui pouvaient croiser et qu'il avait autour de lui. Il avait une bienveillance générale vis-à-vis de tout et tout le monde, je dirais. Il ne nous a jamais transmis aucune haine des peuples, quels qu'ils soient d'ailleurs, allemands ou pas, même pas la haine des nazis. Ce qu'il nous a transmis, c'est plus son incompréhension de ce que l'humanité avait capable de faire et son espoir en ce que l'humanité pouvait être capable de faire de bien. Et c'est quelque chose de fort parce qu'en ayant vécu ce qu'il a vécu, à la fois les pogroms en Pologne, l'exil volontaire certes, mais enfin l'exil quand même, les 3 ans à Auschwitz, y compris le passage dans les zones de commando, savoir qu'une partie de sa famille était en train de partir pour les chambres à gaz puisqu'il l'a su, etc. Et ressortir de cet épisode-là avec cette force de vie en lui, cette force de transmission et toujours cette foi en ce que l'humain peut faire de bien, mais aussi d'horrible, c'est quelque chose d'absolument prégnant et fort et presque incompréhensible, c'est un peu trop grand, mais admirable quelque part, parce qu'il aurait pu en ressortir avec effectivement cette haine que d'autres gens qui n'ont pas connu, ni dans leur famille, ni dans leur chair, ces épisodes-là transmettent. Et moi, ça reste une de mes incompréhensions actuelles face, par exemple, à la haine des migrants ou à la haine de l'autre, quel qu'il soit, juste parce qu'il est différent, de me dire, mais comment des gens qui, en plus, n'ont pas vécu d'horreur, peuvent avoir cette haine-là de gens qu'ils ne connaissent pas, sans rien savoir d'eux,
Alors que mon grand-père, qui a vécu toutes ces choses-là, ne l'avait pas, ne la transmettait pas et luttait contre cela. Moi, je suis enseignante dans le premier degré. Je vais souvent être confrontée, et de plus en plus ou pas, à des réactions parfois de rejet de l'autre. Et ce sont des sujets auxquels je suis effectivement très très sensible, presque malgré moi, et sur lesquels j'interviens forcément. Et ça vient de la manière, encore une fois sans doute, dont lui, il a survécu à tout cela et dont il a après transmis, fait quelque chose de tout ça. Ça l'avait beaucoup choqué qu'on puisse tuer des enfants. Ouais. Ça avait renforcé son athéisme. Il m'avait dit, en tout cas, sa difficulté à croire en un Dieu qui pouvait laisser faire ça à des enfants. Quand il y a eu les grandes manifestations anti-Le Pen, mon grand-père était devant. Alors, et quand il y a eu les manifestations, souvent, il remettait son habit de déporté qu'il utilisait comme porte-drapeau aussi. Et il était déjà âgé à ce moment-là, et avec sa canne et tout ce qu'on veut, il est allé manifester contre le fait que M. Le Pen puisse être au deuxième tour. Ça lui paraissait un truc inconcevable, quoi. Qu'on puisse encore propager des idées comme ça et qu'il y ait encore des gens qui puissent adhérer à cette volonté de repli sur soi, de peur de l'autre. Il nous a toujours effectivement transmis ce devoir de mémoire. C'était vraiment un mot qui revenait très souvent chez lui. Quand je suis allée le voir après la naissance de ma fille, elle était dans son berceau et il m'a dit vous êtes la dernière génération à avoir un grand-père qui a un bras tatoué et à avoir pu poser des questions, à savoir que c'est pas des mensonges, que c'est réellement arrivé, qu'on a été déporté juste parce qu'on était juif ou juste parce qu'on était tzigane ou différent, et que c'est pas juste, et que pour pas que ça se reproduise, il faut que vous transmettiez ce devoir de mémoire. Et il m'a dit, c'est maintenant sur toi et sur ta génération que repose cette charge. C'était un homme qui, malgré tout ce qu'il a vécu, a su avoir foi en l'humanité et a su garder la foi en l'homme malgré les horreurs qu'il avait vues et qu'il avait subies. Et dans mon histoire, quand on était petit, comme l'a dit ma maman dans son témoignage, effectivement, on nous a trimballés dans toutes les commémorations de déportés. Il ne nous parlait jamais de son histoire personnelle et de son vécu personnel, de son ressenti personnel. Il nous parlait de ce qu'il avait vu. Et je me suis retrouvée pour une fête de Kippour à la synagogue de Lyon. Et les gens ne me connaissant pas, il y a quelques femmes qui sont venues vers moi en me disant « Ah, comment vous appelez? Vous êtes nouvelle? Vous venez d'où? Je viens de Nancy. »« Ah, Nancy, je connais quelqu'un. Oui, André Balbin. Vous connaissez? » Ben oui, c'est mon grand-père. « Ah, ben il a sauvé mon frère à Auschwitz. » Et je vois quelqu'un d'autre. « Ah, il a sauvé mon père à Auschwitz. » Enfin, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un qui était un peu plus âgé que moi, d'Ashkénaz, donc des juifs plutôt d'Europe de l'Est, il avait sauvé quelqu'un de leur famille. Alors que jamais il ne nous en a parlé à nous, jamais il ne s'est vanté. Il cherchait jamais à se mettre en avant, voilà, pour lui c'était normal d'effectivement de partager, même si ça lui coûtait à lui. Il était foncièrement bon et humaniste, altruiste. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et je pense que c'est cette foi justement en l'homme avec un grand H qu'il a porté. Au-delà de toutes ces expériences, je pense que son but dans la vie, c'était de préserver ses enfants, ses petits-enfants, etc. Mais surtout de leur faire connaître tout ça pour ne plus que ça se reproduise. Pour qu'il y ait des messagers de cette horreur, de dire, voilà, ça a eu lieu, on a laissé faire jusqu'au bout pour que ça ait lieu, il ne faut plus jamais que ça arrive. Mais je pense que dans ma construction et dans la façon dont j'élève mes deux enfants, ça a un impact parce que je les ai déjà éveillés à la différence. Et même si je suis moi pas croyante, j'ai une forte identité juive parce que justement je me ressens dans toute cette histoire qu'a vécue ma famille juste par rapport au fait qu'ils étaient de cette religion-là. Et du coup pour moi c'est une fierté de pouvoir faire perdurer cette identité familiale par rapport à ça et de pas renier ce qu'on est. Et du coup, mon fils a dû faire en fait un devoir sur le procès de Klaus Barbie. Et donc il y avait un neveu de mon grand-père, donc un cousin de ma maman, qui a été partie civile à ce procès-là, parce qu'il était impliqué dans la communauté juive de Lyon et que du coup Barbie était à Lyon.
Et du coup, moi, j'ai expliqué à mon fils, en ricochet à ça, que justement, mon grand-père avait été aussi partie civile à un autre procès d'un ancien collaborateur nazi, donc Maurice Papon, auquel mon petit frère Julien avait accompagné mon grand-père quand il avait témoigné en tant que partie civile. Je pense que ce qui est important dans ces procès, c'est les témoignages. Et c'est le fait de populariser ces témoignages pour que les générations futures puissent entendre ces témoignages et puissent en prendre connaissance pour voir ce que des innocents ont vécu par rapport à Et aussi parce que ça ouvre la parole pour d'autres qui n'ont pas témoigné. Le fait d'entendre un témoignage a amené d'autres à témoigner et à parler. Je suis le petit-fils d'André Balbin, qui pour moi a été toujours une référence. Ça a toujours été quelqu'un de généreux, d'ouvert, toujours à l'écoute, toujours avec le sourire. Toujours avec l'humour aussi. J'ai toujours trouvé cette distinction entre ce qu'il avait vécu et l'homme qu'il était ensuite quasiment incompréhensible, parce que avec toutes les horreurs qu'il avait vécues, il continuait à croire en l'humain, à être profondément humaniste, à s'ouvrir, à donner, à être à l'écoute, à pas écraser de son histoire, de son vécu, de vouloir montrer que lui il savait, que lui il avait souffert, que lui il était dans le partage. Et toujours dans la croyance, il y avait vraiment depuis sa jeunesse, il était communiste, et toute sa vie il a été communiste jusqu'en 2003, donc il est allé dans le bloc communiste pendant les années 60-70. Il a vu aussi toutes les erreurs du communisme, toutes les horreurs du communisme, mais il a continué à croire dans cette idéologie du communisme comme cette idée que les hommes ensemble pourraient être bons l'un envers l'autre et travailler ensemble pour un meilleur avenir, pour construire un monde idéal où je crois que dans sa vision du communisme qu'il y avait, c'était l'idée d'égalité, de fraternité aussi, de partage. Il était ouvert, il était intéressé, il était curieux, et donc il y avait vraiment cette volonté de créer du lien, qu'il faisait souvent avec de l'humour, avec des petites anecdotes qu'il racontait, des petites histoires. Et je pense qu'il en retirait de lui-même un bonheur, un plaisir d'être allé vers l'autre, d'avoir écouté l'autre, d'avoir partagé aussi son histoire, mais sans se mettre en avant, effectivement. Je travaille dans les droits de l'homme, je visite des prisons, et je contrôle les prisons, et je contrôle comment les gens sont traités dans les prisons, en France, en Belgique, et aussi en Europe. Alors c'est facile de trouver un lien parce qu'il a été enfermé, il a été arrêté à Paris, et avant d'être emmené dans un camp de transit à Pithiviers et ensuite envoyé à Auschwitz, il a été gardé quelques jours à la conciergerie à Paris, sur l'île de la Cité, et il me racontait qu'il se rasait, mais qu'il n'avait pas de miroir, et que donc il utilisait le dos de la cuillère pour se raser. C'est important ou de se laver, ouais, ou de garder la dignité. De gagner une dignité, ouais, justement. Il n'était pas dans l'idée de répandre la souffrance et de dire que moi j'ai beaucoup souffert et c'était très dur. Il le disait, mais le message qu'il voulait passer, c'était plus j'ai souffert effectivement, mais j'ai survécu et la vie continue. Semble-t-il, selon ce qu'on m'a dit, il aidait beaucoup les autres, malgré le fait qu'il n'avait pas beaucoup, et malgré le temps qu'il a passé en déportation. Il a partagé pendant tout le temps de pendant toute sa vie, que ce soit en déportation ou hors déportation. Il faisait toujours attention à l'autre, et toujours aider l'autre. Il a donné des vêtements, il a donné de la nourriture.
une fois, je devais avoir, je sais pas, une quinzaine d'années, et j'étais à Strasbourg, on se baladait dans un parc. Il y a un autre vieux monsieur qui lui tombe dans les bras. Mon grand-père nous présente cet ami. Il m'a dit droit dans les yeux, si ton grand-père n'avait pas été là, je serais mort à Auschwitz. Et il m'a expliqué que lui était plus jeune et que c'est mon grand-père qui l'avait soutenu moralement, lui, qui l'avait motivé, qui lui a donné, qui lui a partagé sa force de vie et qui lui avait donné du pain. Chose qui était la chose la plus importante. Voilà. Et je crois que mon grand-père n'est pas juste un instinct de vie, c'était pas juste pour lui qu'il voulait vivre. C'était avec les autres. Et c'était une force qui communiquait autour de lui. La leçon que je retire de ce qu'il m'a raconté, de ce pourquoi il était encore en vie, c'est parce qu'il y avait cette force intérieure qui était au-delà de l'instinct, qui était une croyance en l'homme, qui l'a sauvé. Le charisme qu'il avait, l'énergie qu'il dégageait, l'a sauvé aussi. Il n'y avait pas une haine de l'allemand, des Allemands. Il restait très ouvert, il allait en Allemagne, il allait témoigner, il partageait. Et il croyait aussi dans cette nouvelle génération d'Allemands. Il n'était pas réfractaire quand je posais des questions. J'ai pas de souvenir d'avoir des interdits familiaux où je vais chez mes grands-parents et je sais qu'il y a des sujets tabous que je n'ai pas le droit d'aborder. Il a écrit un livre quand je pense que j'étais encore assez jeune, je me souviens plus quel âge j'avais quand le livre est sorti. Donc il était dans le partage, il est venu plusieurs fois dans mon école, il allait ailleurs, mais il venait aussi parce que moi je demandais. Il n'y avait pas du tout cette volonté de pas parler. Et il y avait vraiment dans cette militance par rapport à la Shoah, il y avait vraiment cette idée de plus jamais ça. On ne peut pas dire plus jamais ça et de rien raconter. Je pense que c'était ça le fond de sa pensée, et que donc il fallait qu'il explique ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait vu, lui, on peut dire témoin privilégié ou victime majeure de cette Shoah et de ces 3 ans passés à Auschwitz. Il avait vécu tellement de choses qu'il fallait qu'il les partage. Si lui ne les partageait pas, personne ne les partageait. Il est revenu de déportation, il a lancé un commerce de vêtements qui a bien marché. Il vivait bien quand moi j'étais enfant, il était généreux avec moi, mais pas qu'avec moi. Je sais qu'il donnait beaucoup et c'est quelque chose qui m'a transmis aussi, cette idée que si on a la chance d'avoir un peu ou beaucoup, il faut aussi le partager avec l'autre. Amol is given a Meise, die Meise is gar nicht freilich, die Meise hebt sich auch nicht mit a Jüdisch